Marguerite Delacroix fixait la lettre posée sur sa table de cuisine, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle relisait pour la 10e fois les mots qui avaient bouleversé sa vie. Cette matinée de juin 2006 avait commencé comme toutes les autres dans sa petite maison de grâce, avec le parfum des jasmins qui montaient de son jardin et le bruit familier des voitures passant sur la route départementale. Mais cette lettre, arrivée par courrier recommandé, avait fait s'écrouler 8 années d'interrogations et de faux espoirs. Madame Delacroix, nous avons le regret de vous informer que des effets personnels appartenant à votre époux ont été découverts lors de travaux de rénovation. Son mari, Thomas Delacroix, disparu en avril 1998, lors de ce qui devait être un voyage d'affaires de routine sur la Côte d'Azur. Thomas travaillait pour une compagnie d'assurance internationale, spécialisée dans les investigations financières. Un métier discret, minutieux, qui l'amenait parfois à voyager pour vérifier des déclarations suspectes ou des mouvements d'argent inhabituels. Elle se souvenait encore de leur dernière conversation téléphonique. Thomas l'avait appelé depuis Nice. Sa voix semblait différente, plus tendue qu'à l'ordinaire. « Je rentre demain soir, ma chérie », avait-il dit. « Cette affaire est plus compliquée que prévu, mais je touche au but. » Il avait marqué une pause, comme s'il cherchait ses mots. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, Marguerite ?» Cette phrase l'avait troublé. Thomas N. n'était pas du genre à exprimer ses sentiments de façon si directe au téléphone. Il était plutôt pudique, réservé, homme de peu de mots mais aux gestes toujours tendres. Après 25 ans de mariage, elle connaissait ses habitudes par cœur. Le lendemain soir était passé sans qu'il rentre, puis le surlendemain. Marguerite avait d'abord pensé que ses affaires étaient compliquées, qu'il avait dû prolonger son séjour. Thomas était consciencieux, parfois obsessionnel dans son travail. Mais quand 3 jours étaient écoulés sans nouvelles, elle avait commencé à s'inquiéter sérieusement. L'entreprise pour laquelle travaillait Thomas S. était montrée évasive. Monsieur Delacroix était en mission indépendante, lui avait expliqué son supérieur, Monsieur Beaumont, d'une voix embarrassée. Nous n'avons pas tous les détails de son emploi du temps. Vous devriez peut-être contacter la police. Mais même la police S était heurtée à des zones d'ombre. Thomas avait bien séjourné dans un petit hôtel de Nice, l'hôtel des Mimosas, tenu par une veuve âgée, Madame Rossi. Cette dernière se souvenait vaguement de lui, un monsieur très discret, qui sortait beaucoup le soir. Il payait toujours en espèces et ne laissait jamais traîner ses affaires dans sa chambre. Les enquêteurs avaient retrouvé sa voiture de location dans le parking souterrain d'un grand centre commercial de Cannes, mais aucune trace de Thomas lui-même. Ses affaires personnelles avaient disparu, à l'exception d'un carnet d'adresses trouvé sous le siège passager. Ce carnet contenait des noms et des numéros de téléphone que Marguerite ne reconnaissait pas. Certains barrés d'un trait rouge, d'autres entourés au crayon. Les mois avaient passé, puis les années. Marguerite avait tenté de refaire sa vie, mais comment oublier quelqu'un qui avait simplement disparu sans laisser la moindre explication? Elle oscillait entre l'espoir qu'il soit encore vivant quelque part et la terrible certitude qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Ses 2 enfants, Antoine et Sylvie, avaient essayé de la convaincre de tourner la page. « Papa ne reviendra pas, maman », lui disait souvent Sylvie, sa fille aînée qui vivait maintenant à Paris avec ses propres enfants. « Il faut que tu acceptes la réalité. » Mais comment accepter quand on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé? Et voilà qu'aujourd'hui, cette lettre venait rouvrir toutes ses blessures. Des effets personnels avaient été découverts dans le sous-sol du Casino Palais de la Méditerranée, à Nice. Le même Nice où Thomas avait passé ses derniers jours connus. La lettre était signée par un certain inspecteur Moreau, de la police judiciaire de Nice, qui l'invitait à se rendre au commissariat pour reconnaître formellement les objets trouvés. Marguerite reposa la lettre et regarda par la fenêtre le paysage familier des collines grassoises, les oliviers centenaires, les cyprès élancés, cette terre méditerranéenne qu'elle et Thomas avaient choisie pour couler des jours heureux après sa retraite. Ils avaient eu tant de projets ensemble, voyager, cultiver leur jardin, voir grandir leurs petits-enfants. Le téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C était Antoine, son fils, qu'il appelait depuis Marseille, où il dirigeait une petite entreprise de construction navale. « Maman, j'ai reçu ton message. Tu as vraiment l'intention d'aller à Nice ?» La voix d'Antoine trahissait son inquiétude. À 42 ans, il ressemblait de plus en plus à son père, avec cette même tendance à vouloir protéger ceux qu'il aimait de la dure réalité. « Il le faut,
Antoine. Je ne peux pas continuer à vivre sans savoir. Mais maman, cela fait 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce que tu espères apprendre maintenant que tu ne saches déjà? Marguerite ferma les yeux. Comment expliquer à son fils cette soif de vérité qu'il a rongée depuis si longtemps? Cette impression constante qu'on lui avait caché quelque chose d'important sur la disparition de Thomas. Je ne sais pas, mon chéri, mais j'ai besoin de voir ces objets. J'ai besoin de comprendre pourquoi ils étaient cachés dans un casino. Un casino. Ce détail l'intriguait particulièrement. Thomas N. n'était pas joueur. Il n'avait jamais mis les pieds dans un casino de sa vie. Il trouvait même cela vulgaire, contraire à ses principes d'économie et de mesure. Alors que faisaient ses affaires dans un endroit pareil? Je viens avec toi, décida soudain Antoine. Tu n'iras pas là-bas toute seule. Cette proposition réchauffa le cœur de Marguerite. Malgré leurs différends occasionnels, ses enfants restaient son pilier, sa force dans l'épreuve. Merci, mon fils. Nous pourrions partir demain matin? J'arrange mes rendez-vous et je passe te prendre vers 8 heures. Après avoir raccroché, Marguerite monta dans sa chambre et ouvrit l'armoire où elle gardait précieusement les affaires de Thomas. Ses costumes étaient encore là, impeccablement rangés, comme s'il allait revenir d'un moment à l'autre. Elle caressa du bout des doigts la veste de tweed qu'il portait les jours d'automne, respirant encore son parfum d'eau de toilette mélangé à l'odeur du cuir de sa mallette de travail. Dans le tiroir de sa table de nuit, elle retrouva la dernière photo qu'ils avaient prise ensemble lors de leurs vacances en Corse, l'été précédant sa disparition. Thomas souriait, son bras passé autour de sa taille, face au coucher de soleil sur la baie d'Ajaccio. Il paraissait détendu, heureux. Rien ne laissait présager qu'il disparaîtrait quelques mois plus tard. Cette nuit-là, Marguerite dormit peu. Elle repensait aux derniers mois qu'ils avaient vécus ensemble, cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer. Thomas avait-il été plus nerveux que d'habitude? Avait-il reçu des appels étranges? Avait-il changé ses habitudes? En y réfléchissant bien, elle se souvenait maintenant qu'il avait effectivement semblé préoccupé au cours des semaines précédant son départ pour Nice. Il restait parfois tard le soir dans son bureau, compulsant des dossiers qu'il refermait rapidement quand elle entrait. Quand elle lui demandait s'il y avait un problème, il souriait et répondait « Rien de grave, ma chérie, juste une affaire un peu compliquée. » Une affaire compliquée. Ces mots résonnaient maintenant différemment dans sa tête. Thomas avait-il découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir? Était-il tombé sur un secret que certaines personnes voulaient protéger à tout prix? Le matin arriva enfin. Gris et nuageux, inhabituel pour un mois de juin en Provence. Antoine gara sa voiture devant la maison vers 8 heures précises. Grand et mince comme son père, il portait une chemise bleue et un pantalon de toile beige, tenue décontractée qui contrastait avec son expression soucieuse. « Tu es sûre de vouloir faire ça, maman ?» Marguerite hocha la tête en bouclant sa ceinture de sécurité. Elle avait choisi de porter une robe sombre et des chaussures plates, comme si elle se rendait à un rendez-vous officiel dont elle ne connaissait pas l'issue. La route vers Nice leur prit 1h30. Ils traversèrent les paysages familiers de l'arrière-pays, puis descendirent vers la côte par l'autoroute qui serpentait entre les collines couvertes de pins maritimes. Plus ils approchèrent de la mer, plus Marguerite sentait son cœur s'accélérer. Nice apparut enfin dans sa splendeur méditerranéenne, ses façades colorées étincelant sous un soleil qui avait fini par percer les nuages. Mais cette beauté ne parvenait pas à apaiser l'angoisse de Marguerite. Quelque part dans cette ville, Thomas avait vécu ses derniers moments connus. Quelque part dans cette ville, le mystère de sa disparition allait peut-être enfin être éclairci. Le commissariat de police se trouvait dans le centre-ville, non loin de la promenade des Anglais. Antoine se gara dans une rue adjacente et tous deux remontèrent lentement vers le bâtiment officiel, leurs pas résonnant sur les pavés encore humides de la rosée matinale. L'inspecteur Moreau les attendait dans un bureau austère du 2e étage. C était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard fatigué. Il se leva à leur entrée et serra respectueusement la main de Marguerite. « Madame Delacroix, je suis désolé de vous revoir dans ces circonstances. Je sais que cette situation doit être très difficile pour vous. » Marguerite apprécia sa délicatesse. Elle se souvenait vaguement de lui. C'était lui qui avait dirigé l'enquête initiale sur la disparition de Thomas 8 ans plus tôt. « Inspecteur, j'ai besoin de savoir, ces objets que vous avez trouvés, ils appartiennent vraiment à mon mari ?»
L'inspecteur Moreau ouvrit un dossier posé sur son bureau et en sortit un sac plastique transparent. À l'intérieur, Marguerite reconnut immédiatement la montre en or que Thomas avait héritée de son père, une oméga gravée de ses initiales. Près de la montre se trouvaient ses boutons de manchette en argent, ceux qu'elle lui avait offerts pour leurs 20 ans de mariage. Les larmes montèrent aux yeux de Marguerite. Ces objets, elle les avait vus 1000 fois sur Thomas. Ils faisaient partie de lui, de leur vie commune. Les retrouver ici, dans ce commissariat, dans un sac en plastique, lui donnait une sensation terrible d'irréalité. Il y avait autre chose, continua l'inspecteur en sortant un second sac. Cette fois, il contenait un carnet de cuir noir et ce qui ressemblait à des photographies. Nous ne pouvons pas vous montrer tout le contenu maintenant, car l'enquête vient d'être rouverte. Mais je peux vous dire que votre mari semble avoir été impliqué dans une investigation plus importante que ce que nous pensions à l'époque. Antoine se pencha vers sa mère, inquiet de la voir si pâle. « Quelle sorte d'investigation, inspecteur ?» L'homme hésita un moment, puis reprit la parole d'une voix plus basse. « Nous pensons que M. Delacroix était sur la piste d'un réseau de blanchiment d'argent qui utilisait les casinos de la Côte d'Azur. Ce qu'il a découvert était apparemment suffisamment important pour que quelqu'un veuille faire disparaître ses preuves, et peut-être lui-même. » Ces mots frappèrent Marguerite comme une gifle. Thomas mêlé à une affaire de blanchiment d'argent. Son mari, si droit, si honnête, qui ne supportait même pas qu'elle oublie de déclarer ses revenus locatifs. Mais Thomas travaillait pour une compagnie d'assurance, murmura-t-elle. Il vérifiait des déclarations de sinistres, pas des histoires de blanchiment. C'est justement ce qui rend cette affaire si troublante, Madame Delacroix. Il semblerait que votre mari soit tombé par hasard sur quelque chose de beaucoup plus gros que ce pourquoi il était officiellement venu à Nice. L'inspecteur referma les sacs et les remit dans le dossier. La découverte de ces objets dans le casino Palais de la Méditerranée n'est pas anodine. Ce casino est fréquenté par une clientèle internationale très fortunée, des hommes d'affaires, des diplomates. L'endroit idéal pour faire circuler discrètement de grosses sommes d'argent. Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. Antoine la retint par le bras et l'aida à s'asseoir sur la chaise face au bureau de l'inspecteur. « Vous voulez dire que Thomas qu'il lui est arrivé quelque chose à cause de ce qu'il avait découvert ?» L'inspecteur Moreau la regarda avec compassion. « Madame Delacroix, je ne peux pas encore vous donner de certitude, mais nous allons rouvrir complètement le dossier. Cette fois, nous savons où chercher, et nous avons des éléments nouveaux qui vont nous permettre d'avancer. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots. « Cependant, je dois vous avertir. Si notre hypothèse est correcte, si votre mari a effectivement découvert quelque chose de compromettant, il est possible que les responsables de sa disparition soient toujours actifs. Il faudra faire preuve de prudence. » Cette mise en garde glaça le sang de Marguerite. Pendant 8 ans, elle avait espéré retrouver Thomas vivant, ou au moins comprendre ce qui lui était arrivé. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait elle-même courir un danger en cherchant la vérité. En sortant du commissariat, mère et fils marchèrent en silence vers la voiture. Le soleil était maintenant haut dans le ciel et les touristes commençaient à envahir les rues de Nice. Insouciants et joyeux, cette normalité contrastait douloureusement avec le chaos émotionnel qui régnait dans le cœur de Marguerite. « Maman, je pense qu'on devrait rentrer maintenant, » dit Antoine en démarrant la voiture. « Tu en as assez appris pour aujourd'hui. » Mais Marguerite regardait fixement vers le front de mer, où se dressait la silhouette imposante du casino Palais de la Méditerranée. C'est là, dans cet établissement qu'elle n'avait jamais visité, que les affaires de son mari avaient été cachées pendant 8 ans. C'est là que se trouvaient peut-être encore les réponses qu'elle cherchait. « Non, Antoine, je veux voir le casino. Je veux comprendre pourquoi Thomas s'y trouvait. »« Maman, l'inspecteur a dit qu'il fallait être prudent. J'ai été prudente pendant 8 ans. J'ai attendu, j'ai espéré, j'ai laissé les autres mener l'enquête. Regarde où cela m'a mené. » Sa voix se durcit. « Mon mari a disparu et personne ne m'a dit la vérité. Il est temps que je la découvre par moi-même. » Antoine soupira, reconnaissant dans le ton de sa mère cette détermination qu'elle avait toujours eue quand elle avait pris une décision. Il fit demi-tour et se dirigea vers la promenade des Anglais, où trônait le casino dans toute sa splendeur, belle époque. En approchant du bâtiment, Marguerite sentit son cœur se serrer. Ses murs majestueux, ses dorures, cette façade qui respirait le luxe et l'élégance.
Comment Thomas, si discret, si effacé, avait-il pu se retrouver mêlé à ce monde qui lui était si étranger? Ils garèrent la voiture et remontèrent lentement vers l'entrée du casino. Des voituriers en livrée s'empressaient autour de véhicules de luxe. Des femmes élégantes en robes de créateurs passaient devant eux dans un nuage de parfums coûteux. Ce décor de richesse et d'ostentation aurait dû impressionner Marguerite. Mais elle ne voyait qu'une chose. Quelque part dans ce bâtiment, son mari avait laissé ses dernières traces. En pénétrant dans le hall somptueux, avec ses marbres précieux et ses lustres de cristal, elle ne put s'empêcher de se demander ce que Thomas avait ressenti en franchissant cette même porte pour la dernière fois. Avait-il eu peur? Savait-il qu'il ne reverrait jamais sa femme, ses enfants, sa maison de grâce? Ces questions allaient la hanter encore longtemps, car elle commençait à comprendre que la vérité sur la disparition de Thomas était probablement beaucoup plus compliquée et dangereuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'intérieur du casino Palais de la Méditerranée éblouit Marguerite par son faste presque intimidant. Les dorures étincelaient sous les lustres de baccarat, et le brouhaha feutré des conversations en plusieurs langues créait une atmosphère d'exclusivité qui la mettait mal à l'aise. Elle se sentait déplacée dans sa robe sombre au milieu de toute cette opulence, mais sa détermination restait intacte. Antoine la suivait avec réticence, jetant des regards inquiets aux alentours. Il n'aimait pas voir sa mère dans cet état d'agitation, cette quête obsessionnelle de réponses qui risquait de lui faire plus de mal que de bien. Mais il connaissait le caractère de Marguerite. Une fois qu'elle avait une idée en tête, rien ne pouvait l'arrêter. « Excusez-moi. »« Madame, » dit-elle en s'approchant d'une hôtesse d'accueil, une jeune femme brune au sourire professionnel. « Je souhaiterais parler au directeur, s'il vous plaît. » L'hôtesse la jaugea rapidement du regard, semblant évaluer si cette cliente potentielle méritait l'attention de la direction. « Avez-vous rendez-vous, madame? Monsieur Santini est très occupé aujourd'hui. »« Non, mais c'est au sujet de la découverte qui a été faite récemment dans vos sous-sols. »« Mon nom est Marguerite Delacroix. » Le sourire de l'hôtesse se figea légèrement. Elle décrocha son téléphone et chuchota quelques mots dans le combiné. Quelques minutes plus tard, un homme élégant d'une soixantaine d'années apparut dans le hall. Il portait un costume sur mesure et arborait cette assurance tranquille des gens habitués au pouvoir. « Madame Delacroix, je suis Paolo Santini, le directeur général. Voulez-vous me suivre dans mon bureau ?» Ils traversèrent plusieurs salons de jeu où des clients fortunés s'adonnaient au baccarat et à la roulette, puis empruntèrent un couloir discret menant aux bureaux administratifs. Le bureau de M. Santini donnait sur la mer, offrant une vue magnifique sur la baie des Anges. « Je suppose que vous êtes ici au sujet de la découverte faite lors de nos travaux de rénovation, » dit-il, en leur désignant des fauteuils en cuir. « Je tiens d'abord à vous présenter mes condoléances pour votre époux. » Marguerite fut surprise par cette formulation. Mes condoléances, comme si la mort de Thomas était confirmée, alors que l'inspecteur Moreau avait parlé de disparition. « Monsieur Santini, pouvez-vous me dire exactement comment ces objets ont été trouvés ?» Le directeur croisa les mains sur son bureau et prit une expression grave. Un de nos ouvriers rénovait les fondations du bâtiment quand il a découvert un mécanisme hydraulique ancien, probablement installé dans les années 90. Derrière se trouvait une cache dissimulée entre les piliers de soutènement. Le compartiment contenait plusieurs objets personnels, dont certains portaient le nom de votre époux. Mais pourquoi ces objets se trouvaient-ils cachés ici? Mon mari ne fréquentait pas les casinos. Monsieur Santini hésita, semblant chercher ses mots avec soin. Madame Delacroix, notre établissement accueille depuis des décennies une clientèle internationale très diverse. Parfois, certains de nos visiteurs ont besoin de discrétion. Il n'est pas rare que des personnes nous confient des objets de valeur pour des raisons de sécurité. Cette explication ne satisfaisait pas Marguerite. Elle sentait que le directeur lui cachait quelque chose d'important. « Vous voulez dire que mon mari est venu ici pour cacher ses affaires? Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? » « Je ne sais pas, madame. Nous n'avons malheureusement aucun registre de sa visite. Nos services de sécurité de l'époque étaient moins informatisés qu'aujourd'hui. » Antoine intervint pour la première fois. « Monsieur Santini, l'ouvrier qui a fait la découverte, pourrions-nous lui parler ?» Le visage du directeur se ferma imperceptiblement. « Je crains que ce ne soit pas possible. Monsieur Giacometti a quitté l'entreprise peu après la découverte. Il a déménagé dans le sud de l'Italie pour des raisons familiales. »
Marguerite et Antoine échangèrent un regard. Cette coïncidence leur semblait pour le moins suspecte. « Auriez-vous ses coordonnées » insista Antoine. « Non, malheureusement. L'entreprise sous-traitante qu'il employait a fermé peu de temps après. Une faillite brutale, très regrettable. » Plus M. Santini parlait, plus Marguerite avait l'impression qu'on effaçait systématiquement toutes les pistes qui auraient pu les mener à la vérité. Était comme si une main invisible avait méthodiquement éliminé tous les témoins potentiels. « Monsieur Santini, je vais vous poser une question directement. Pensez-vous que mon mari soit mort ?» Le directeur la regarda longuement avant de répondre. « Madame Delacroix, je pense que votre époux était un homme bien qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Parfois, il vaut mieux laisser le passé reposer en paix. » Cette phrase résonna comme un avertissement dans l'esprit de Marguerite. Elle se leva, suivie par Antoine, et serra la main du directeur. « Merci pour votre temps, monsieur Santini. Mais vous comprendrez que je ne puisse pas laisser le passé reposer en paix tant que je n'aurai pas la vérité. » En quittant le bureau, ils croisèrent un homme âgé qui poussait un chariot de nettoyage dans le couloir. Il portait l'uniforme du personnel d'entretien et semblait travailler là depuis longtemps. Marguerite eut soudain une intuition. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle en s'approchant de lui. « Cela fait longtemps que vous travaillez ici ?» L'homme, qui devait avoir une soixantaine d'années, leva vers elle des yeux fatigués mais bienveillants. « 15 ans, madame. »« Pourquoi ?»« Je cherche des informations sur mon mari qui a disparu en 1998. Il s'appelait Thomas Delacroix. Vous souvenez-vous de lui ?» L'homme jeta un coup d'œil nerveux autour de lui, puis se pencha vers elle. « Madame, si j'y étais vous, je ne poserais pas trop de questions sur cette époque. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Mais vous vous souvenez de quelque chose ?» L'employé hésita, visiblement tiraillé entre l'envie d'aider et la peur des conséquences. « Écoutez, je finis mon service dans 1 heure. Si vous voulez vraiment savoir, retrouvez-moi au Café de la Paix, rue Masséna. Mais je ne vous promets rien. » Marguerite et Antoine passèrent l'heure suivante à déambuler sur la promenade des Anglais, contemplant la mer Méditerranée qui scintillait sous le soleil de l'après-midi. Marguerite pensait à Thomas, à toutes les fois où ils étaient venus à Nice ensemble pour leurs vacances. Ils aimaient marcher sur cette même promenade, s'arrêter dans les petits restaurants du vieux Nice, flâner sur le marché aux fleurs. Ces souvenirs heureux contrastaient douloureusement avec la situation présente. Le Café de la Paix était un petit établissement typiquement niçois, avec sa terrasse ombragée et ses habitués qui jouaient à la belote en buvant leur pastis. L'employé du casino les attendait au fond de la salle, une tasse de café vide devant lui. Il avait troqué son uniforme contre des vêtements civils et paraissait plus détendu. « Je m'appelle Henri Rossi, » dit-il en leur serrant la main. « J'ai connu votre mari, madame. » Le cœur de Marguerite bondit. Enfin quelqu'un qui allait pouvoir lui parler de Thomas. « Vous l'avez rencontré au casino ?»« Pas exactement. Monsieur Delacroix venait souvent dans le quartier en 1998. Mais il ne jouait jamais. Il posait des questions, il observait, il prenait des notes. Au début, on pensait que C était un journaliste ou un inspecteur des impôts. Henri commanda un autre café et reprit son récit. Votre mari s'intéressait surtout aux clients étrangers, ceux qui venaient avec beaucoup de liquide. Il avait remarqué que certaines personnes faisaient des va-et-vient suspects entre le casino et des voitures garées devant l'hôtel Negresco. Quel genre de va-et-vient? Des hommes élégants qui entraient au casino avec des mallettes, restaient 1 heure ou 2, puis ressortaient les mains vides. Les mallettes restaient à l'intérieur, dans des coffres privés que louait la direction. Antoine fronça les sourcils. Et mon père documentait tout ça. Votre père était malin. Il avait compris que le casino servait d'intermédiaire pour blanchir de l'argent sale. Des gens venaient convertir leurs espèces en jetons, perdaient volontairement quelques milliers d'euros pour donner le change, puis récupéraient le reste sous forme de chèques parfaitement légaux. Marguerite écoutait avec fascination. Son Thomas, qu'elle croyait connaître par cœur, menait donc une véritable enquête clandestine. Mais pourquoi s'intéressait-il à ça? Il travaillait pour une compagnie d'assurance. Henri la regarda avec gravité. « Madame, je pense que votre mari était plus qu'un simple enquêteur d'assurance. Les questions qu'il posait, sa façon d'observer, ses méthodes, cela ressemblait au travail d'un professionnel de la finance criminelle. » Cette révélation ébranla Marguerite.
Thomas lui aurait-il menti sur la nature de son travail? Ou bien était-il tombé par hasard sur cette affaire et avait-il décidé de mener sa propre investigation? Monsieur Rossi, que s'est-il passé exactement le jour où mon mari a disparu? Henri but une gorgée de café et regarda autour de lui, s'assurant que personne ne pouvait les entendre. Le 15 avril 1998, votre mari est arrivé au casino vers 20 heures. Il semblait agité, différent de d'habitude. Il portait une mallette en cuir noir et a demandé à parler au directeur de L'Époque, Monsieur Bertrand. Et alors? J était de service ce soir-là pour le grand ménage. J'ai vu votre mari entrer dans le bureau de direction avec sa mallette. 1 heure plus tard, il en est ressorti sans elle. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il n'avait plus du tout la même attitude. Il paraissait effrayé. Marguerite sentit sa gorge se serrer. Effrayé comment? Il regardait constamment par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être suivi. Et puis, au lieu de quitter le casino par l'entrée principale comme d'habitude, il a pris la sortie de service qui donne sur les cuisines. Antoine se pencha vers Henri. « Vous l'avez revu après ça? » « Non, jamais. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivé au travail, j'ai vu que le bureau de Monsieur Bertrand était sans dessus-dessous, comme si quelqu'un avait tout fouillé pendant la nuit. Qu'est devenu ce Monsieur Bertrand? Henri eut une expression sombre. Il est mort dans un accident de voiture 3 semaines plus tard, sur la route de Cannes. Sa voiture a quitté la route dans un virage. L'enquête a conclu à un problème de frein. Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Trop de coïncidences, trop de morts suspectes autour de la disparition de Thomas. Elle commençait à entrevoir l'ampleur de ce dans quoi son mari S était trouvé impliqué. « Monsieur Rossi, pensez-vous que mon mari soit encore vivant ?» Henri la regarda avec compassion. « Madame Delacroix, votre époux était un homme courageux qui voulait faire le bon choix, mais il avait découvert quelque chose d'énorme, quelque chose qui dérangeait des gens très puissants. Je ne pense pas qu'ils aient pris le risque de le laisser parler. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur, tombèrent comme une sentence définitive. Marguerite avait toujours espéré secrètement que Thomas avait été obligé de fuir, qu'il était quelque part en sécurité, incapable de reprendre contact par peur de mettre sa famille en danger. Mais la réalité était probablement beaucoup plus tragique. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » reprit Henri en baissant la voix. « La mallette que votre mari a laissée chez Monsieur Bertrand, je pense qu'elle contenait des preuves. Des photos, des documents, peut-être des enregistrements. C était son assurance-vie, sa façon de se protéger. Mais alors, pourquoi l'a-t-il abandonné? Parce qu'on l'a forcé à le faire. Je pense qu'on lui a fait comprendre que s'il ne remettait pas ses preuves, il arriverait quelque chose à sa famille. Marguerite porta la main à sa bouche, horrifiée. Thomas avait sacrifié sa vie pour protéger les siens. Cette pensée était à la fois déchirante et réconfortante. Ces preuves, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles ont probablement été cachées quelque part en attendant que les choses se calment. Le casino était l'endroit idéal, un établissement respectable, fréquenté par des gens influents qui n'avaient aucun intérêt à ce que des scandales éclatent. Antoine réfléchissait à voix haute. Mais alors, pourquoi les objets de papa ont-ils été découverts maintenant? Après 8 ans, Henri haussa les épaules. Peut-être que celui qui les avait cachés est mort. Peut-être que la nouvelle direction du casino ne savait pas ce qui se trouvait dans ses souterrains. Ou peut-être que quelqu'un a voulu que ces objets soient trouvés. Cette dernière hypothèse intrigua Marguerite. Vous pensez que quelqu'un aurait délibérément fait en sorte que ces affaires soient découvertes? C'est possible. Peut-être qu'un ancien complice a des remords. Peut-être que quelqu'un veut faire éclater la vérité avant de mourir. Ou peut-être que les véritables coupables ont besoin de s'assurer que toutes les preuves ont bien disparu. Ils restèrent silencieux un moment, chacun digérant ces révélations troublantes. Autour d'eux, la vie du café continuait normalement. Les clients bavardaient, riaient, commandaient leurs boissons. Cette normalité contrastait cruellement avec l'univers de corruption et de violence qu'Henri venait de décrire. « Monsieur Rossi, » dit finalement Marguerite, « si jamais d'autres éléments resurfacent, si vous apprenez quelque chose de nouveau, accepteriez-vous de me contacter ?» Henri hocha la tête et griffonna son numéro de téléphone sur un bout de papier. « Mais soyez prudente, Madame Delacroix. Si les gens responsables de la disparition de votre mari sont toujours actifs, ils n'hésiteront pas à éliminer quiconque menace de faire ressurgir cette histoire. En quittant le café,
Marguerite et Antoine marchèrent lentement vers leur voiture. Le soleil commençait à décliner sur Nice, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur la mer. Cette beauté méditerranéenne qui l'avait toujours apaisé lui semblait maintenant chargée de menaces. « Maman, » dit Antoine en démarrant le moteur, « je pense qu'on devrait t'arrêter là. Tu as eu tes réponses. Papa a découvert quelque chose d'important. Il a essayé de faire le bon choix, mais il en a payé le prix. Ce n'est pas ta faute, ce n'est la faute de personne dans la famille. » Marguerite regardait défiler le paysage par la vitre. Les révélations de la journée avaient confirmé ses pires craintes, mais elles lui avaient aussi apporté une forme de paix. Thomas n'avait pas abandonné sa famille. Il n'était pas parti avec une autre femme. Ilan n'était pas devenu fou. Il avait été victime de sa propre intégrité. « Antoine, je sais que tu veux me protéger, mais j'ai besoin de connaître toute la vérité. Je veux savoir qui a fait ça à ton père. »« Maman, ces gens sont dangereux. Henri Rossi nous l'a dit clairement. Je ne peux pas vivre le reste de ma vie en me cachant. Ton père est mort parce qu'il voulait faire ce qui était juste. Je lui dois au moins ça. » Antoine soupira, reconnaissant cette obstination qu'il tenait sans doute de sa mère. « D'accord, mais on ne fait rien tout seul. On travaille avec la police, avec l'inspecteur Moreau, et au moindre danger, on arrête tout. » Marguerite sourit faiblement. Avoir le soutien de son fils lui donnait le courage de continuer. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, que les révélations à venir seraient probablement encore plus douloureuses. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. En rentrant à Grasse ce soir-là, elle appela l'inspecteur Moreau pour lui faire part de ce qu'elle avait appris. Il les écouta attentivement, prenant des notes, posant des questions précises. « Madame Delacroix, ces informations sont très importantes. Je vais immédiatement rechercher tout ce que je peux sur ce monsieur Bertrand et les circonstances de sa mort. Je vais aussi essayer de retrouver la trace de l'ouvrier qui a découvert les objets. Inspecteur, pensez-vous vraiment que nous puissions découvrir la vérité après tout ce temps? Madame, dans ce métier, j'ai appris que la vérité finit toujours par ressurgir, d'une manière ou d'une autre. Il faut parfois de la patience, mais elle finit par triompher. » Après avoir raccroché, Marguerite monta dans sa chambre et s'assit devant la photo de Thomas. Elle caressa du bout des doigts le visage de l'homme qu'elle avait aimé pendant 25 ans. « Mon chéri, » murmura-t-elle, « je vais découvrir ce qui t'est arrivé. Je te le promets. » Cette nuit-là, elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Non pas parce que ses angoisses avaient disparu, mais parce qu'elle avait enfin un but, une direction à donner à sa douleur. Thomas N. était plus simplement un homme qui avait mystérieusement disparu. Il était devenu un héros tragique, qui avait payé de sa vie sa volonté de faire triompher la justice. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnerie du téléphone. C était l'inspecteur Moreau, et sa voix trahissait une excitation contenue. « Madame Delacroix, j'ai du nouveau. Pouvez-vous passer au commissariat cet après-midi? J'ai trouvé quelque chose d'important sur l'accident de monsieur Bertrand. » Marguerite sentit son cœur s'accélérer. La vérité était en train de se dessiner, pièce par pièce, révélation après révélation. Elle ne savait pas encore où cette enquête la mènerait, mais elle était prête à affronter toutes les épreuves pour honorer la mémoire de Thomas. Car au-delà de sa propre souffrance, elle commençait à comprendre que l'histoire de son mari dépassait le cadre de leur vie privée. C était l'histoire d'un homme ordinaire qui avait eu le courage de s'opposer à un système de corruption et qui en avait payé le prix ultime. Cette histoire méritait d'être racontée, cette vérité méritait d'être révélée, quelles qu'en soient les conséquences. L'après-midi suivant, Marguerite se rendit seule au commissariat de Nice. Antoine avait voulu l'accompagner, mais elle avait insisté pour y aller seule, sentant qu'elle avait besoin de cette confrontation solitaire avec la vérité. Le trajet depuis Grasse lui avait paru plus court que la veille, comme si l'habitude commençait à atténuer l'appréhension du voyage. L'inspecteur Moreau l'attendait dans son bureau, entouré de dossiers et de photocopies qui débordèrent de sa table de travail. Son visage portait les traces d'une nuit blanche, mais ses yeux brillaient de cette satisfaction particulière du policier qui sent qu'il touche au but. « Madame Delacroix, asseyez-vous. Ce que j'ai découvert va vous bouleverser, mais cela va aussi, je l'espère, vous aider à comprendre enfin ce qui est arrivé à votre époux. » Il ouvrit le premier dossier et en sortit des photos en noir et blanc, visiblement issues d'archives policières.
Monsieur Bertrand, l'ancien directeur du casino, n'est effectivement pas mort dans un simple accident de la route. J'ai retrouvé le dossier original de l'enquête. Sa voiture a bien quitté la route, mais les analyses techniques de l'époque avaient révélé que les freins avaient été sabotés. Marguerite sentit un frisson lui parcourir aile et échine. Saboté? Mais alors, pourquoi l'enquête a-t-elle conclu à un accident? Parce que le dossier a été classé sur ordre de la hiérarchie. Officiellement, les preuves du sabotage étaient insuffisantes. En réalité, on a fait pression sur les enquêteurs pour qu'ils abandonnent leurs recherches. L'inspecteur Moreau sortit une autre série de documents. J'ai aussi retrouvé des éléments troublants sur l'entreprise qui employait votre mari. Cette compagnie d'assurance internationale était en fait une façade utilisée par plusieurs services de renseignement européens pour mener des investigations discrètes sur le blanchiment d'argent. Marguerite écarquilla les yeux. Vous voulez dire que Thomas travaillait pour les services secrets? Pas exactement. Votre mari était un expert comptable de très haut niveau, spécialisé dans la détection des fraudes financières. Il était sous contrat avec cette compagnie fictive, mais il ne savait probablement pas pour qui il travaillait réellement. Cette révélation ébranlait tout ce que Marguerite croyait savoir sur Thomas, son mari, qu'elle imaginait menant une vie professionnelle tranquille et routinière, était en réalité impliqué dans des affaires d'espionnage international. Inspecteur, si Thomas ne savait pas pour qui il travaillait, comment a-t-il pu se retrouver dans une situation si dangereuse? Parce qu'il était trop compétent, Madame Delacroix. En enquêtant sur les activités du casino, votre mari a découvert un réseau de blanchiment qui dépassait largement ce pourquoi on l'avait envoyé. Il a remonté des pistes qui menaient vers des personnalités politiques françaises et étrangères de très haut niveau. L'inspecteur lui montra une photocopie d'un carnet manuscrit. Ceci est une copie du carnet que nous avons trouvé avec les affaires de votre époux. Il y note méticuleusement toutes ses découvertes. Nom, date, montant, méthode utilisée pour blanchir l'argent. Marguerite parcourut les pages avec émotion. Elle reconnaissait l'écriture soignée de Thomas, ses annotations précises, sa méthode rigoureuse. Même dans cette situation dangereuse, il avait gardé ses habitudes d'homme méticuleux. Ces noms dans le carnet, inspecteur, vous les reconnaissez? Certains, oui. Et c'est là que l'affaire devient vraiment troublante. Plusieurs de ces personnes ont occupé par la suite des postes importants dans le gouvernement français ou dans des institutions européennes. Si ces informations avaient été rendues publiques en 1998, elles auraient provoqué un scandale énorme. Marguerite commençait à mesurer l'ampleur de ce que Thomas avait découvert. Son mari n'était pas seulement tombé sur une banale affaire de fraude, il avait mis au jour un système de corruption qui impliquait des gens au sommet de l'État. Mais alors, pourquoi personne n'a voulu étouffer le scandale en éliminant simplement les preuves? Pourquoi s'en prendre à Thomas? Parce que votre mari avait été très prudent. Il avait non seulement rassemblé des preuves, mais il avait aussi constitué un dossier de sécurité qu'il avait confié à quelqu'un en cas de problème. Ses commanditaires le savaient, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait chanter. L'inspecteur sortit une dernière série de documents. J'ai retrouvé les détails de sa dernière mission. Thomas devait remettre toutes ses preuves en échange de la garantie que sa famille ne serait pas inquiétée. Mais une fois qu'il a livré son dossier, il est devenu inutile, termina Marguerite dans un souffle. Exactement. Et même dangereux, car il restait le seul témoin vivant de toute l'opération. Marguerite se leva et marcha vers la fenêtre du bureau. Au dehors, Nice continuait sa vie insouciante. Les touristes déambulaient sur la promenade des Anglais, les mouettes criaient au-dessus de la mer. Cette normalité lui semblait irréelle après ce qu'elle venait d'apprendre. « Inspecteur, ces gens qui ont tué mon mari, sont-ils toujours en liberté? Certains sont morts de mort naturelle au fil des années. D'autres ont pris leur retraite ou ont quitté la politique. Mais quelques-uns sont toujours actifs, toujours influents. Et vous comptez les arrêter ?» L'inspecteur Moreau eut une expression amère. « Madame Delacroix, je suis un simple inspecteur de police judiciaire. Ces gens évoluent dans des sphères où j'ai très peu de pouvoir. De plus, les preuves que possédait votre mari ont disparu depuis longtemps. Sans éléments tangibles, il est impossible de monter un dossier judiciaire solide. » Cette réponse frustra profondément Marguerite. Découvrir enfin la vérité sur la mort de Thomas pour s'entendre dire qu'aucune justice ne serait rendue lui paraissait insupportable. Alors tout ça n'aura servi à rien? Mon mari sera mort pour rien? Non, madame.
Votre mari est mort en héros. Il a refusé de fermer les yeux sur la corruption. Il a tenté de faire triompher la justice. Et grâce à son sacrifice, nous savons aujourd'hui qui sont ces gens, comment ils opèrent. Mais ils continuent à vivre tranquillement, à jouir de leur impunité. L'inspecteur la regarda avec compassion. Pour le moment, oui. Mais la vérité a une façon particulière de ressurgir quand on s'y attend le moins. Le fait que les affaires de votre épouse aient été découvertes maintenant n'est peut-être pas un hasard. Il se leva et rejoignit Marguerite près de la fenêtre. « J'ai une théorie, Madame Delacroix. Je pense que quelqu'un qui était impliqué dans cette affaire à l'époque veut aujourd'hui que la vérité éclate. Peut-être par remords, peut-être pour se venger d'anciens complices. Peut-être simplement parce qu'il se sent mourir et veut soulager sa conscience. Vous pensez que cette personne pourrait nous aider? C'est possible. Mais il faudra être très patient et très prudent. Si mon hypothèse est correcte, cette personne se manifestera d'elle-même quand elle jugera le moment opportun. » Marguerite hocha la tête, comprenant qu'elle devait désormais jouer un jeu dont elle ne maîtrisait pas toutes les règles. Mais au moins, elle savait maintenant pourquoi Thomas avait disparu. Elle savait qu'il était mort en homme intègre, fidèle à ses valeurs jusqu'au bout. En quittant le commissariat, elle décida de faire un détour par le petit cimetière de Grasse où reposaient les parents de Thomas. Elle avait besoin de se recueillir, de parler à quelqu'un, même silencieusement. Devant la tombe de sa belle-mère, elle murmura « Madame Delacroix, votre fils était un homme bien. Il est mort pour défendre ce en quoi il croyait. J'espère que vous en êtes fière. » Le soir venu, elle appela ses enfants pour leur faire part des dernières révélations. Antoine et Sylvie écoutèrent en silence le récit de leur mère, digérant difficilement l'idée que leur père avait mené une double vie sans qu'ils s'en doutent. « Maman, » dit finalement Sylvie depuis Paris, « je comprends mieux maintenant pourquoi papa était parfois si préoccupé les derniers mois avant sa disparition. Il portait un poids énorme sur ses épaules, et il n'a rien dit à personne pour nous protéger, » ajouta Antoine. « C'est tellement lui, ça, toujours soucieux des autres avant de penser à sa propre sécurité. » Cette conversation avec ses enfants apporta un réconfort inattendu à Marguerite. Savoir qu'Antoine et Sylvie comprenaient et acceptaient la vérité sur leur père lui donnait la force de continuer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère étrange, faite d'apaisement et d'attente. Marguerite avait retrouvé une certaine sérénité maintenant qu'elle connaissait les circonstances de la mort de Thomas, mais elle ne pouvait s'empêcher d'espérer que l'inspecteur Moreau avait raison, qu'un témoin finirait par se manifester pour compléter le puzzle. Cette attente prit fin une semaine plus tard, d'une manière qu'elle n'avait pas du tout anticipée. Elle était dans son jardin, arrosant ses rosiers dans la douceur du soir provençal, quand elle entendit la sonnette de l'entrée. En ouvrant la porte, elle découvrit un homme âgé qu'elle ne connaissait pas, vêtu d'un costume sombre et tenant à la main un bouquet de fleurs blanches. « Madame Delacroix » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je m'appelle François Bertrand. J'y étais le fils du directeur du casino qui a été tué en même temps que votre mari. » Marguerite sentit ses jambes se dérober. L'homme qu'elle attendait depuis une semaine se tenait devant sa porte, portant sur son visage le poids des mêmes années de questionnement et de souffrance qu'elle. « Monsieur Bertrand, entrez, je vous prie. » Il la suivit dans son salon, posa le bouquet sur la table basse et la regarda avec des yeux emplis de culpabilité. « Madame Delacroix, je sais ce qui est arrivé à votre époux et je sais aussi qui l'a tué. » Ces mots, prononcés avec une simplicité déchirante, marquèrent le début de la révélation finale que Marguerite attendait depuis 8 longues années. Elle était enfin sur le point d'apprendre toute la vérité. Mais elle pressentait que cette vérité serait plus terrible encore que tout ce qu'elle avait imaginé. François Bertrand s'assit dans le fauteuil que lui désignait Marguerite. Et celle-ci remarqua combien ses mains tremblaient quand il posa sa canne contre la coudoir. Cet homme d'environ 70 ans portait sur son visage les stigmates d'une culpabilité qu'il traînait visiblement depuis des années. « Oh, Madame Delacroix, » commença-t-il d'une voix brisée par l'émotion, « pendant 8 ans, j'ai vécu avec le secret de ce qui s'est passé cette nuit d'avril 1998. Aujourd'hui, je suis mourant. Le cancer m'accorde peut-être encore quelques mois de vie, et je ne peux pas emporter cette vérité dans ma tombe. » Marguerite s'assit en face de lui, le cœur battant. L'homme qu'elle avait devant elle était peut-être le dernier témoin vivant des derniers instants de Thomas. « Monsieur Bertrand, dites-moi tout.
Je suis prête à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. François prit une inspiration profonde et commença son récit. Mon père, Jean-Claude Bertrand, dirigeait effectivement le casino à l'époque. Mais ce que la police n'a jamais su, c'est qu'il était aussi impliqué malgré lui dans un réseau de blanchiment d'argent qui dépassait largement le cadre du casino. Des hommes politiques, des industriels, des diplomates utilisaient l'établissement pour nettoyer des fonds issus de corruption internationale. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Mon père n'était pas un homme malhonnête par nature, Madame Delacroix, mais il était laissé piéger progressivement. Tout avait commencé par de petites complaisances, des services rendus à des clients influents. Puis les demandes étaient devenues plus importantes, plus compromettantes. Quand il a voulu faire marche arrière, il était trop tard. Ces gens avaient sur lui trop d'éléments compromettants. Marguerite écoutait en silence, comprenant que Thomas était tombé au milieu d'un engrenage qui le dépassait complètement. Votre mari était arrivé au casino ce fameux soir d'avril avec un dossier complet sur les activités illégales de l'établissement. Il avait des photos, des relevés bancaires, des enregistrements de conversations. Était un travail remarquable, d'une précision redoutable. François sortit de sa poche un mouchoir avec lequel il essuya ses yeux humides. Thomas a proposé un marché à mon père. Il acceptait de remettre toutes ses preuves et de garder le silence, à condition qu'on cesse immédiatement les activités de blanchiment et qu'on l'aide à quitter la France discrètement avec sa famille. Mon père était d'accord. Il en avait assez de cette vie, de ces menaces constantes, de cette peur permanente. Il voulait lui aussi s'en sortir, mais les vrais dirigeants du réseau ne l'entendaient pas de cette oreille. Marguerite sentit sa gorge se serrer. Que s'est-il passé ensuite? Pendant que votre mari et mon père négociaient dans le bureau de direction, d'autres personnes écoutaient leur conversation grâce à un système de surveillance que mon père ignorait. Vers 22 heures, 3 hommes sont entrés dans le bureau. François ferma les yeux, comme pour chasser des images trop douloureuses. Je me trouvais dans le casino ce soir-là. J'aidais parfois mon père pour la comptabilité. J'ai vu ces hommes arriver. J'ai reconnu l'un d'eux. C'était un député influent de l'époque, quelqu'un que je voyais souvent aux informations télévisées. Ils ont emmené votre mari et mon père dans les sous-sols du casino, là où se trouvaient les anciens coffres de l'établissement. J'ai voulu les suivre, mais un garde du corps m'en a empêché. Marguerite serra les poings. Et alors, 1 heure plus tard, le député et ses hommes sont remontés. Mais ils étaient seuls. Ces mots frappèrent Marguerite comme une gifle. Elle avait espéré jusqu'au bout que Thomas avait pu échapper, qu'il vivait quelque part en exil. Mais la réalité était beaucoup plus brutale. Monsieur Bertrand, vous êtes en train de me dire que mon mari a été tué cette nuit-là, oui, ainsi que mon père. Puis leurs corps ont été emmenés et disposés ailleurs. L'accident de voiture de mon père, 3 semaines plus tard, était une mise en scène pour expliquer sa disparition. François se leva péniblement et marcha vers la fenêtre. J'ai assisté au meurtre de nos 2 pères, Madame Delacroix, et je n'ai rien fait pour les sauver. J'y étais jeune, terrifié, paralysé par la peur. J'ai préféré sauver ma propre vie plutôt que de témoigner. Marguerite le regarda avec un mélange de compassion et de colère. Cet homme avait gardé le silence pendant 8 ans, la laissant dans l'incertitude la plus totale sur le sort de Thomas. Pourquoi n'avoir rien dit à l'époque? Pourquoi avoir laissé les familles dans l'ignorance? François se retourna vers elle, le visage ravagé par les remords. Parce qu'ils m'ont menacé, Madame Delacroix. Ils m'ont fait comprendre que si je parlais, ils s'en prendraient à ma femme et à mes enfants. J'ai choisi de me taire pour protéger les miens. Exactement comme votre mari avait essayé de le faire. Mais ces hommes qui ont tué nos maris, qui sont-ils? Sont-ils toujours en liberté? François retourna s'asseoir et sortit de sa veste une enveloppe jaunie par le temps. Le député qui dirigeait l'opération s'appelait Jean-Marie Valencourt. Il est mort d'un infarctus en 2003. Ses complices étaient un industriel du textile, Pierre Morlex, décédé lui aussi, et un banquier suisse, Werner Hoffmann, qui vit encore mais est aujourd'hui très âgé et malade. Il tendit l'enveloppe à Marguerite. Dans cette enveloppe, il y a les photocopies de tous les documents que j'ai pu récupérer à l'époque. Des noms, des dates, des montants. Tout ce qui pourrait permettre de reconstituer le réseau et de comprendre l'ampleur de cette corruption. Marguerite prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Après toutes ces années,
Elle tenait enfin entre ses mains les preuves de ce pourquoi Thomas était mort. « Monsieur Bertrand, pourquoi me remettez-vous cela maintenant? Parce que je vais mourir bientôt, et que je ne peux pas laisser vos souffrances sans réponse. Parce que votre mari était un homme bien qui ne méritait pas de finir ainsi, et parce que j'ai récemment appris que Werner Hoffmann prépare ses mémoires, dans lesquels il compte raconter sa version des faits. » François se pencha vers Marguerite, son regard devenu soudain plus intense. « Cet homme va tenter de réécrire l'histoire, de se présenter comme une victime des circonstances. Il ne peut pas rester impuni alors que nos pères sont morts pour avoir voulu faire le bon choix. » Marguerite ouvrit l'enveloppe et parcourut les documents qu'elle contenait. Des relevés bancaires, des listes de noms, des photocopies de passeports diplomatiques, des notes manuscrites dans plusieurs langues. Un véritable trésor de guerre qui révélait l'étendue d'un réseau de corruption internationale. Monsieur Bertrand, avec ces éléments, ne pourrait-on pas enfin obtenir justice? C'est ce que j'espère, Madame Delacroix. Mais il faudra être très prudent. Hoffmann a encore des contacts influents. Et il ne laissera pas ses secrets être révélés sans réagir. François se leva pour partir, mais Marguerite le retint. « Attendez, il y a une chose que je dois savoir. Thomas, comment est-il mort? A-t-il souffert ?» François hésita longuement, puis posa sa main sur celle de Marguerite. « Votre mari est mort dignement, madame. Jusqu'au bout, il a refusé de révéler où il avait caché ses copies de sauvegarde. Il a protégé sa famille jusqu'à son dernier souffle. Vous pouvez être fier de lui. » Ces mots, bien que terribles à entendre, apportèrent à Marguerite un apaisement inattendu. Thomas avait été fidèle à lui-même jusqu'à la fin, courageux et altruiste. Après le départ de François Bertrand, Marguerite resta longtemps assise dans son salon, les documents étalés devant elle. Elle pensait à Thomas, à leur vie ensemble, à tous ces moments de bonheur qu'ils avaient là partagés sans savoir qu'ils étaient recomptés. Le lendemain matin, elle appela l'inspecteur Moreau pour lui annoncer qu'elle avait enfin toutes les réponses qu'elle cherchait. Il l'écouta avec attention, prenant des notes sur les révélations de François Bertrand. « Madame Delacroix, avec ces éléments, nous pouvons enfin monter un dossier solide. Peut-être pas pour obtenir des condamnations pénales, car la plupart des coupables sont morts, mais au moins pour établir officiellement la vérité sur ce qui s'est passé. Inspecteur, je ne cherche plus la vengeance. Je voulais juste la vérité. Maintenant que je l'ai, je peux enfin faire mon deuil. » Cette conversation marqua la fin d'un long calvaire pour Marguerite. Elle organisa une cérémonie en mémoire de Thomas, à laquelle assistèrent tous leurs amis et leurs proches. Pour la première fois depuis 8 ans, elle put parler de son mari au passé sans éprouver cette déchirure au cœur. Antoine et Sylvie l'entourèrent de leur affection, comprenant que leur mère avait enfin trouvé la paix. Ils décidèrent ensemble de créer une fondation au nom de Thomas Delacroix, destinée à aider les familles de personnes disparues dans des circonstances suspectes. Quelques mois plus tard, Marguerite apprit par les journaux que Werner Hoffmann était décédé dans sa résidence suisse avant d'avoir pu publier ses mémoires. François Bertrand S. éteignit également, emportant avec lui le poids de ses remords, mais sachant qu'il avait fait le bon choix en révélant la vérité. L'affaire fit l'objet d'articles dans la presse française, révélant au grand public l'existence de ce réseau de corruption qui avait sévi dans les années 90. Le nom de Thomas Delacroix fut associé à celui d'un héros civil qui avait payé de sa vie sa volonté de faire triompher la justice. 1 an après ces révélations, Marguerite décida de vendre sa maison de grâce pour s'installer plus près de ses enfants. Mais avant de partir, elle se rendit une dernière fois au cimetière où elle avait fait installer une stèle à la mémoire de Thomas. Sur la pierre tombale, elle avait fait graver ces mots simples: « Thomas Delacroix, épouse et père aimé, il est mort pour défendre ses convictions. Il restera à jamais dans nos cœurs. » En quittant le cimetière, Marguerite sentit qu'un chapitre de sa vie se fermait définitivement. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle n'était plus cette souffrance aveugle et incompréhensible qui l'avait rongée pendant des années. C'est était maintenant la tristesse apaisée de celle qui pleure un être cher disparu, mais qui comprend le sens de sa disparition. Thomas N. n'était pas mort en vain. Il était mort en héros. Et cette vérité illuminait tous les souvenirs qu'elle gardait de lui. Leurs 25 années de mariage prenaient une dimension nouvelle, celle d'un amour qui avait résisté à l'épreuve ultime de la séparation et de l'injustice. En reprenant la route vers sa nouvelle vie,
Marguerite savait qu'elle porterait à jamais en elle l'héritage de Thomas, cette exigence morale, cette intégrité inébranlable qui l'avait menée jusqu'au sacrifice suprême. Et elle savait aussi qu'elle saurait transmettre ces valeurs à ses petits-enfants, pour que le message de Thomas continue à vivre à travers les générations futures. Car au-delà de sa propre histoire personnelle, l'aventure de Thomas de la Croix était devenue le symbole de tous ceux qui refusent de fermer les yeux sur l'injustice, même quand cela les met en danger. Était l'histoire de la conscience individuelle face aux compromissions collectives, du courage face à la lâcheté, de l'amour face à la cupidité. Une histoire qui méritait d'être racontée encore et encore, pour que jamais on n'oublie que la vérité et la justice valent parfois qu'on leur sacrifie sa vie. Cette histoire bouleversante nous rappelle que derrière chaque disparition inexpliquée se cache peut-être un drame humain d'une profondeur insoupçonnée. Marguerite de la Croix a vécu ce que vivent tant de familles confrontées au silence et à l'indifférence des institutions. Mais elle nous montre aussi qu'il ne faut jamais renoncer à chercher la vérité, même quand tout semble perdu. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à vos propres expériences ou à vos propres peurs, n'hésitez pas à partager vos émotions dans les commentaires. Vos témoignages donnent du sens à ces récits et créent une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement face aux épreuves de la vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui révèlent la complexité de l'âme humaine et la force extraordinaire de ceux qui refusent d'accepter l'injustice. Activez la cloche de notification pour être prévenu dès la publication de nos nouvelles enquêtes. Comme Marguerite, nous croyons que la vérité finit toujours par triompher et que chaque histoire mérite d'être racontée avec respect et compassion. Ensemble, nous donnons une voix à ceux qui n'en ont plus